Bien, mes chers collègues, nous allons entendre Monsieur Christophe Donché, c'est comme ça qu'on prononce, président du collectif Fibro-Action, Monsieur Nicolas Vignali, vice-président, et Monsieur Olivier Masson, secrétaire, à qui je souhaite la bienvenue. Je vous rappelle que nous avons décidé de rendre publiques nos auditions et que, par conséquent, celles-ci sont ouvertes à la presse et rediffusées en direct sur un canal de télévision interne, puis consultables en vidéo sur le site internet de l'Assemblée nationale. Je vais passer la parole à Monsieur Christophe Donché pour une intervention liminaire d'une durée maximale de 10 minutes qui précédera notre échange sous forme de questions-réponses. Je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous remercie. Je passe la parole à Monsieur Donché et pour la bonne organisation de nos débats, nous arrêterons donc l'audition à 12h30 précise. Alors, je vais présenter rapidement l'association. Après, je passerai la parole à Olivier pour parler de l'impact de la maladie sur. Pour parler de l'impact de la maladie sur le côté social et médical. D'accord, je vais essayer de me mettre plus près. Donc pour présenter l'association, donc le collectif a été créé en février 2015. Donc il regroupe 17 antennes et associations partenaires qui représentent à peu près 1200 membres. Au niveau des financements, donc on n'a pas de financement extérieur, on fonctionne avec les adhésions et un magazine qu'on édite tous les 2 mois qui constitue les fonds de l'association en fait. Donc je vais laisser la parole à Olivier qui va présenter un peu l'impact de la fibromyalgie. Oui, je reprendrai après. Ça marche. Bonjour. Donc la fibromyalgie, ça commence par une sorte de parcours de soins qui peut être un petit peu long. C'est ce qu'on appelle le temps d'errance diagnostique, mais c'est aussi le temps du diagnostic tout court, puisque vous l'avez compris, c'est une maladie. C'est une pathologie qui se définit par la négative. On définit ce que ça n'est pas. Donc ce temps-là, c'est vrai qu'il a aussi son importance, si on ne veut pas louper des choses qui pourraient être beaucoup plus graves. On est sur un temps qui va quand même en diminuant d'après les échos qu'on peut avoir. On est autour de 5-6 ans, je pense, à peu près au niveau de la moyenne. Le diagnostic il peut être fait aussi par moments, on va dire un peu à l'envers ou à l'absurde. Il arrive que les médecins essayent en fait des médicaments et en fonction de ce qui marche ou ce qui marche pas, en fait, affinent leur diagnostic. Ce qui est une méthode que personnellement j'ai un petit peu de mal à cautionner. C'est un temps qui pour nous peut être relativement serein, parce qu'en général on a encore tous nos droits, administrativement parlant, et voilà, on se donne le temps. Le souci vient presque au moment où le diagnostic est posé, puisque on a affaire à une forme moi ce que j'appelle une loterie médicale, c'est-à-dire que vous avez des médecins qui ont ou pas des avis, voire des croyances sur la question de la maladie, et surtout qui n'ont pas les mêmes critères, on va dire, d'évaluation de la question. Pour les médecins conseils de la sécurité sociale, on n'est pas malade, on a un syndrome, donc déjà ça peut être un gros problème. Pour les assurances aussi. Pour les médecins du travail ou les médecins d'MDPH, c'est un peu différent parce que c'est vrai qu'ils se basent eux plus sur la question d'un handicap défini. Et en règle générale, ça se passe mieux à ce niveau-là. Mais c'est certain qu'il y a un côté un petit peu artistique à tout ça, avec une propension quand même on a, et j'intègre notamment les médecins dedans, une propension à tricher et à demander ou à faire valoir des diagnostics de dépression. Alors dépression qui est un syndrome, puisque à ma connaissance on parle de syndrome anxio-dépressif comme pour la fibromyalgie, à ceci près que la dépression est beaucoup plus reconnue, donne droit
notamment des congés de longue durée, en règle générale, une meilleure prise en charge, ce qui est une chose qu'on n'a pas totalement comprise. Mais on a entendu ici dans les auditions que des médecins disaient eux-mêmes, en effet, qu'ils faisaient presque défaut de diagnostic de dépression. C'est vrai qu'on est, d'après nos chiffres à nous, mais c'est que nos chiffres, on est à au moins, je crois, 95, voire plus encore, de personnes qui ont le droit à une prise en charge parce qu'ils sont déclarés dépressifs. Fibromyalgie étant associée, mais il ne me semble pas qu'on ait réellement de gens qui soient couverts uniquement pour la fibromyalgie. À noter quand même que pour ce côté un peu syndrome mais de la balle de ping-pong, puisque chacun se renvoie la balle, ou à des positionnements différents, je voudrais parler tout de suite du suicide chez les fibromyalgiques, qui échappe à tout recensement statistique. Nous, là encore, notre expérience associative, on est en termes de réussite, on va dire, et de tentative, je mélange tout, on est à 2,5 pour 1000 sur un an, en sachant qu'a priori, sur l'ONS, on est à 17,5 pour 100 000 pour la population globale. Donc, en termes de retentissement, c'est déjà pas mal. Après, quand on a la chance de pouvoir avoir une activité professionnelle, là encore, on arrive très vite à un nouveau parcours du combattant. C'est vrai que les travaux physiques, ça va paraître une évidence, ils sont relativement inadaptés à notre cas. La difficulté, c'est que les travaux intellectuels aussi, sans que je puisse vous dire si c'est lié à la maladie ou une conséquence du fait qu'on a tout le temps mal et qu'on est tout le temps fatigué, voire épuisé, tout ce qui est tâche de concentration est aussi très difficile. Et et en plus très fluctuant dans le temps. Dans une même journée, on peut connaître des états radicalement différents. Et c'est vrai que ça demande une force d'adaptation très très forte aux employeurs. En règle générale, c'est vrai que le système préfère des handicaps bien consolidés. Et nous, il est consolidé, mais dans sa fluctuation permanente, quoi. Et c'est vrai qu'en règle générale, la seule adaptation qu'on nous propose, c'est un temps partiel, qui est lié aussi évidemment à des pertes de revenus, ce que tout le monde ne peut pas forcément accepter. Un petit mot aussi peut-être, c'est vrai que je disais que les choses deviennent compliquées, finalement quand le diagnostic est posé. C'est vrai que pour beaucoup c'est un soulagement. Pour d'autres, et parfois pour les mêmes personnes, c'est aussi le commencement des ennuis. Beaucoup d'assurances locatives considèrent la fibromyalgie comme une clause d'exclusion. Bon, pour quelque chose qui n'est pas reconnu, c'est toujours assez intéressant, mais souvent les assureurs sont précurseurs. Vous noterez aussi que par rapport au rayonnement des téléphones portables, etc., là aussi, c'est des causes exclusives. Et c'est à voir. Alors la plupart des assurances considèrent que la fibromyalgie n'est pas un critère qui permet d'obtenir une compensation en cas d'arrêt longue durée notamment. Alors c'est vrai qu'il y a des fois pour la dépression, je crois que c'est aussi le cas. Et ce qui est paradoxal, c'est quelqu'un qui va être suivi en attente de diagnostic va être couvert par son assurance et le jour où le diagnostic tombe, il a plus rien. Ça fait partie des effets un petit peu pervers de tout ça. Tout à fait, ouais. En termes de syndrome, là encore, c'est important. Les assureurs reconnaissent la fibromyalgie. Oui, c'est reconnu par les assureurs, comme les dangers des téléphones portables. Les assureurs, par exemple, pour acheter un bien immobilier aussi. Oui, parce que ils reconnaissent une maladie qui n'est pas reconnue. C'est ça. C'est très instructif. Dans les questionnaires de santé divers et variés qu'on nous demande de remplir, on doit toujours en parler, sinon on se fait, je dirais... là, pour le coup, c'est nous qui sommes exclus du contrat. Important aussi, notamment dans le rapport de l'HAS, il est recommandé aux fibros de faire tout ce qu'ils peuvent pour garder une activité professionnelle.
on se rend compte quand même en interrogeant nos adhérents que le travail, c'est un frein majeur en réalité. Ça crée des difficultés supplémentaires. Ça empêche aussi beaucoup l'accès aux soins, en tout cas aux soins non médicaux, qui sont quand même ceux souvent qui nous conviennent le mieux, mais qui sont aussi en général très longs, que ce soit une séance de kiné, de sophrologie, de psychologue, d'hypnothérapeute, que sais-je. On est quand même toujours sur des logiques de 3/4 d'heure, 1 heure. Quand on a la vie de famille, le travail, on se soigne plus. Donc il y a quand même un moment où ça peut devenir vraiment très critique. De manière générale, on peut vraiment dire que la fibromyalgie a un impact sur les finances de n'importe qui. Les soins sont coûteux, les soins non médicaux sont coûteux, en temps aussi. Voilà, le temps partiel, je l'ai dit, c'est associé à des pertes de ressources. Beaucoup de personnes se retrouvent également au chômage, doivent abandonner leur emploi. Vraiment, il y a une paupérisation qui est vraiment criante, enfin chez les gens comme nous, quoi, est-ce qu'on peut dire ça comme ça. Un impact aussi très important, évidemment, sur donc la vie de famille, la vie de couple, la vie sociale. À plus forte raison, si on travaille. Moi, je travaille à temps plein. C'est très difficile. Je considère que j'ai beaucoup de chance, mais c'est vraiment une difficulté supplémentaire dans la vie et dans les soins. Peut-être aussi parler de la prescription d'activité physique. On est très souvent face à des médecins qui peuvent même être un peu vexants en disant voilà, il faut faire du sport, il faut s'y remettre. C'est vrai que c'est pas simple, évidemment. C'est pas fait pour tout le monde. Et ça dépend quel sport et comment. C'est vrai qu'on est sur des activités de type natation, enfin tout ce qui travaille avec l'eau. Peut-être paradoxalement la musculation, qui sont des activités qui peuvent être, si elles sont bien faites, peuvent être vraiment profitables. Mais il faut pas se leurrer, 95% des sports sont pas du tout faits pour nous. Hein. Tout ce qui demande de la vitesse, on va dire, il nous faut vraiment des choses très très douces. Et là encore, le temps d'aller dans un club de sport, et le financement d'une activité physique, ça reste aussi une difficulté. Je pense que j'ai rien oublié. Merci. Je vais, avant de passer la parole à M. Carvalho, d'abord, je voulais vous faire une petite remarque très amicale, mais c'est vrai que depuis le début de cette commission d'enquête, au niveau associatif, nous avons auditionné beaucoup de femmes et nous savons effectivement que la maladie touche principalement des femmes. Mais on voit que les hommes aussi sont atteints de ce syndrome. Et que même là, au niveau associatif, voilà, vous vous intéressez peut-être davantage, je ne sais pas, c'est une question, à la fibromyalgie, chez les hommes ou chez les femmes. Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que ça se vit de la même façon, notamment d'un point de vue social? Puisque moi aussi, j'ai eu dans ma permanence un monsieur qui est venu me voir qui a atteint vraiment, lui, d'une fibromyalgie très sévère. Et c'est vrai que dans l'imaginaire, les hommes ils sont toujours plus forts et plus capables de travailler. Et c'est comme c'est une maladie qui ne se voit pas. Ça met aussi beaucoup de souffrance psychosociale, parce que le rejet par rapport aux collègues, au monde du travail, quand vous êtes en arrêt, alors que physiquement on ne voit rien, c'est quelque chose de très compliqué à vivre chez les femmes aussi, hein, je vous rassure, mais voilà, par rapport à l'idée que la société se fait du monde du travail, ça doit être aussi très difficile à vivre chez les hommes. Voilà, c'était juste cette petite remarque que je voulais faire. Je passe la parole à M. Carvalho qui va vous poser quelques questions, et puis les collègues, bien sûr, s'ils le désirent. Oui, alors bon, pour vous, c'est pas une nouveauté, mais le corps médical est un peu en retrait de diagnostiquer, de traiter cette maladie. Comment vous pensez qu'on peut améliorer la diffusion auprès des médecins généralistes des méthodes
de diagnostic de la fibromyalgie, parce que c'est d'abord, faut commencer par ça si on veut le traiter. Et Alors, comment améliorer la diffusion auprès des médecins généralistes des méthodes de diagnostic de la fibromyalgie ? Je vais me rapprocher. Comment améliorer donc la diffusion auprès des médecins généralistes des méthodes de diagnostic de la fibromyalgie ? C'est une bonne question. Nous avons été reçus par la cellule d'écoute du Conseil de l'Ordre des médecins en décembre 2015. Et je vais citer deux de leurs phrases, hein, mot pour mot. C'est une espèce de déni des médecins. Il ne faut pas essayer de faire connaître la maladie, mais combattre le déni de la maladie. Le médecin a horreur de l'échec. Ce n'est pas la connaissance de la maladie qui est en cause, c'est son déni. Les médecins vont même jusqu'à simuler la méconnaissance. C'est une responsabilité énorme du médecin de coller l'étiquette de fibromyalgique à un patient, car cela signifie maladie non curable et très difficile. Le médecin évite de pécher par excès. C'est difficile pour un médecin de diagnostiquer une fibromyalgie et contrairement à une spondylarthrite ankylosante pour laquelle il y a des marqueurs, ceci peut aussi contribuer au déni de la maladie. Ils n'osent pas se prononcer sur un diagnostic. Je vais développer un petit peu, parce qu'ils nous ont dit clairement qu'il y a des médecins qui ne veulent pas de nous. Pourquoi ? Parce qu'on leur prend trop de temps. Un généraliste, une consultation, c'est 7 à 10 minutes. Fibromyalgique, le temps qu'il explique ses douleurs, ses symptômes, il faut compter au moins 40. Donc on leur prend du temps. Le temps, c'est de l'argent pour eux. Donc ils font leur maximum pour qu'on s'en aille. Donc de dire non, moi, votre maladie, pour moi, elle n'existe pas, c'est s'assurer qu'on ne reviendra pas chez eux. Du coup, on erre de généraliste en généraliste. J'en ai fait 22 pour avoir un diagnostic, par exemple. Entre-temps, on a le temps de déclencher une dépression. Oui. Et les 4 derniers m'ont confirmé mon pré-diagnostic parce que j'ai fait mes propres recherches sur Internet. Voilà. Donc, il y a des médecins qui veulent surtout pas nous prendre en charge parce qu'ils n'ont rien pour nous aider et ils ne supportent pas d'être en échec. C'est plus simple de soigner une gastro, une grippe, ce genre de choses, ça ne prend pas longtemps. Un fibromyalgique, ça va prendre des années et il n'y aura pas d'excellents résultats. Alors, il y a un autre problème, donc ça c'est un autre point, c'est qu'il serait intéressant pour ces généralistes qui ne veulent pas de nous envoyer vers un centre antidouleur. Mais ils ne le font pas systématiquement. D'une part, ils ne connaissent pas les structures, ça existe. Des médecins qui ne savent pas qu'il existe des centres antidouleurs. Il y a aussi le fait que certains savent que les centres antidouleurs voient leur budget diminuer, voire certains vont fermer carrément. Donc pour eux, c'est pas une solution. Et il y a certains centres antidouleurs qui n'ont pas le budget pour proposer une prise en charge pluridisciplinaire, sophrologie, balnéothérapie, toutes ces choses qui fonctionnent un petit peu pour la fibromyalgie. Donc les centres antidouleurs, on ne propose que des médicaments, bon, ils ne nous envoient pas là-bas, quoi. Donc il y a plusieurs raisons qui font que on est en pleine errance. Débrouillez-vous. Voilà. Et puis on entend souvent la fibromyalgie, ça n'existe pas. C'est dans votre tête. Donc ça, c'est renvoyer la faute sur le patient. Il n'a pas besoin de ça. Hein. Il a sa vie qui est chamboulée. Si en plus on lui fait croire que c'est de sa faute, point de vue de déontologie, je ne trouve pas ça terrible. Si vous me permettez, ce défaut de sensibilisation de la médecine de premier recours à la fibromyalgie, on entend ça depuis le début de l'enquête. Donc c'est maintenant quelque chose qui est bien établi et qu'on va prendre en compte certainement dans le rapport. Vous avez dit quelque chose d'intéressant sur le temps, c'est de l'argent, entre guillemets. Et c'est vrai que les médecins généralistes aussi, alors je ne sais pas dans quelle région vous habitez, moi par exemple chez moi
dans le département de la Vendée, il y a une telle désertification médicale que les généralistes sont effectivement débordés, que ça soit en ville comme en campagne. Effectivement, sur certaines pathologies et certainement la fibromyalgie, ils ne vont pas pouvoir y consacrer 45 minutes dans une consultation où, vous l'avez dit, toutes les 10 minutes, il faut qu'ils voient des patients. Donc, je crois qu'on ne peut pas faire que leur jeter la pierre aux professionnels de santé ou aux médecins de premier recours. Il y a un problème global d'accueil des patients et de manque de médecins et de formation des médecins. Et ça, c'est effectivement du rôle du législateur et des ministres de réformer tout ça. Et si je peux ajouter concernant la HAS, parce que c'est quand même elle qui est censée établir des recommandations, donc on les a rencontrés en 2015. Il nous a été clairement dit aussi que tant qu'il n'y aurait pas de recherche, il n'y aurait pas de recommandations. Donc il faut aussi effectivement de la recherche, sinon on peut tourner en rond encore un bon nombre d'années. Comment ça se passe avec l'assurance maladie quand vous arrivez là-bas et que vous avez de la fibromyalgie? Donc c'était la 9, voilà. Comment il se comporte vis-à-vis de vous quand vous arrivez avec ce diagnostic de maladie fibromyalgie? Au niveau de l'assurance maladie, des médecins conseils, c'est bien souvent conflictuel. Les rendez-vous sont souvent choquants aussi pour les patients, puisque généralement au bout de 6 mois, on vous arrête les indemnités journalières, donc on vous dit de retourner au travail, alors que bien souvent c'est pas possible. Donc c'est très souvent conflictuel et c'est choquant. C'est choquant pour les personnes. Donc, choquant, voire traumatisant. On a assisté à des choses qui, point de vue de déontologie, valent une radiation immédiate. Vraiment. Je me permets de dire ça. La personne accueille, le médecin conseil accueille, pas tous bien sûr, mais certains se permettent d'accueillir la patiente en la faisant courir dans les couloirs, par exemple, pour tester un petit peu, voir si elle peut courir. Et après, c'est un acharnement. Vous simulez, c'est pas possible. Quand on souffre, on sourit pas. Quand on souffre, on met pas une belle chemise. N'importe quoi. Et parfois, il n'y a carrément pas d'auscultation, ce qui est une faute morale, au point de vue du Conseil de l'ordre. C'est-à-dire que non, ils ont décidé que ça n'existait pas, la fibromyalgie, mais ils l'ont décidé pourquoi? Parce que tout simplement, dans leur logiciel, le médecin conseil ne peut pas coder la fibromyalgie. Je le sais de source sûre, j'ai travaillé au médecin conseil. Il y a 2 logiciels qui répertorient la plupart des maladies. Et le code de la CIM-10, donc de notre maladie, c'est M797. Et j'ai vu qu'il y a la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 8, la 9, mais pas la 7. Donc, à mon avis, c'est un choix délibéré de ne pas nous inclure dans le listing des maladies du médecin conseil. Je t'en prie. Oui, par rapport au codage CIM-10, c'est vrai que c'est très intéressant parce que on se rend compte que au-delà d'avoir un handicap invisible, on a vraiment un handicap que personne ne souhaite voir. Pas de codage CIM-10, on rentre dans aucune statistique. Les hôpitaux généraux qui sont à la tarification et à l'activité ont une enveloppe financière en fonction des pathologies qu'ils soignent. Donc pour la fibromyalgie, pas d'enveloppe. Donc là encore, il faut qu'ils trouvent des alternatives pour être financés. Et un petit peu par esprit de contradiction, je suis allé voir les chiffres officiels de l'ATI en psychiatrie. Parce que je suis parti du principe que puisque ce que j'avais était dans ma tête, et que la psychiatrie n'était pas à la tarification et à l'activité, ils n'avaient aucune raison de ne pas nous coder. Alors, je n'ai eu les chiffres pour l'instant que pour le département de l'Oise, mais en 5 ans, la psychiatrie du département, donc on doit être sur 850 000 habitants, je pense, il y a eu une personne diagnostiquée fibromyalgie en 5 ans. Donc visiblement, on n'est pas là non plus. Et j'espère qu'un jour on va nous trouver parce que on se sent bien seul. Je vais passer la parole à Monsieur Decolle. Oui, messieurs, vous avez dit beaucoup de choses
toutes avec autant d'importance les unes que les autres. Vous avez parlé de la recherche, vous avez vraiment balayé l'ensemble des problématiques, des indices qui pourraient permettre de diagnostiquer ce syndrome de fibromyalgie. Dans l'action, puisque une commission d'enquête est aussi pour faire des propositions, dans l'action, s'il y avait 2 priorités à mettre en exergue, quelles sont-elles? Les 2 priorités, est-ce que c'est la formation des médecins? Est-ce que c'est la reconnaissance? Est-ce que c'est la recherche? Quelles sont vos 2 priorités? C'est difficile de faire un choix. Là, ce que vous avez dit, il faut les 3. Il faut d'abord une formation des médecins, pour qu'ils arrêtent de nous prendre pour des fous, parce que certains utilisent ce terme. Donc il faut qu'ils s'intéressent à la fibromyalgie. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe à l'étranger. À l'étranger, ils ont déjà démontré que la fibromyalgie, non, ce n'est pas une dépression. Il y a des imageries médicales particulières. Ça a été prouvé. Il y a beaucoup d'études au Brésil, au Canada, il y en a beaucoup. En France, 0. Oui, je peux parler de ça aussi. La situation est tellement insoutenable que nous avons donc des suicides, des tentatives de suicide, et il y a des personnes en Belgique qui se font euthanasier parce qu'ils ne supportent plus leur douleur et le manque de considération et de prise en charge. Et cette année, nous avons eu dans notre association une dame qui a économisé un petit peu d'argent pour organiser son voyage en Suisse, pour se faire médicalement, je ne sais pas comment on dit, un suicide assisté. Voilà. Et il y a ces gens-là, mais il y a aussi des enfants, dont certains sont déjà en fauteuil à l'âge de 10 ans. C'est urgent de faire quelque chose. Au moins pour les enfants. Donc effectivement, il faudrait déjà au moins de la recherche pour que le reste puisse suivre. Et une prise en charge décente aussi au niveau social. Donc, que ce soit la CPAM, les MDPH ou les autres organismes qui prennent en charge les malades. Juste un mot, vous venez de nous dire, dans d'autres pays, la fibromyalgie a été très clairement diagnostiquée. Il y a des imageries, vous avez utilisé le terme imagerie, il y a des imageries particulières. Vous pouvez nous en dire plus là-dessus, s'il vous plaît? Oui, alors bon, je ne suis pas médecin, mais ces études, en fait, c'est une imagerie par infrarouge. Si je me souviens bien, ils injectent des marqueurs au niveau du cerveau. Je ne suis pas technicien. Et ils arrivent à voir qu'ils ont testé d'abord des dépressifs sans douleur, des fibromyalgiques non dépressifs, et ils ont vu qu'à des stimuli douloureux, alors c'est pas un coup de massue, mais les zones du cerveau actives étaient très nettement différentes. Pour un dépressif ou un fibromyalgique, c'est pas du tout les mêmes images. C'est à ça qu'ils sont arrivés à la conclusion que non, la fibromyalgie n'est pas une dépression. Alors attention, on peut être fibromyalgique et dépressif. Code biologique, avec tout ce qu'on vous raconte, mais ce n'est pas une dépression déguisée comme certains médecins se permettent d'affirmer sans aucune preuve d'ailleurs. J'ai fait un petit peu le tour. Alors, la LD, vous l'avez dit en aparté, c'est quand même une situation qui devrait être accessible aux gens atteints de fibromyalgie. Alors, quelle action on pourrait mener? Qu'est-ce que vous pensez un peu de cette situation de non-reconnaissance, quoi? Alors pour l'ALD, effectivement, il faut savoir qu'il y a 2 types d'ALD, l'ALD exonérante et l'ALD non exonérante. L'ALD non exonérante permet à la personne de pouvoir prolonger ses arrêts maladie au-delà de 6 mois. Ce qui n'est pas négligeable pour nous, parce que généralement dans le délai de 6 mois, on est encore dans le temps d'errance, on n'a pas de diagnostic ni de traitement établi.
La LD nous est globalement refusée, sauf en cas de polypathologie, où là, effectivement, on voit des gens qui arrivent à obtenir la LD puisqu'ils ont des pathologies associées. Mais pour la fibromyalgie seule, les 3/4 du temps, elle est refusée. Enfin, nous, à notre connaissance, on n'a pas de cas d'ALD obtenu pour une fibromyalgie seule, effectivement. Pour la LD exonérante, on a le critère de soins coûteux, qui est souvent avancé comme le critère qu'on ne remplit pas. Parce que c'est vrai qu'au niveau des traitements médicamenteux, peu ont des effets positifs sur les douleurs, la fatigue ou les symptômes que l'on peut rencontrer. Donc c'est vrai qu'au niveau du traitement, on ne représente pas un traitement coûteux au sens des critères de la LD. Par contre, au sens des critères de la LD non exonérante, il n'y a pas de raison apparente qui ferait qu'on ne pourrait pas y accéder. Pourtant, c'est bien souvent le cas. Ouais. Au niveau de la HAS avait fait un rapport au niveau des ALD en 2006, je crois, des recommandations qui étaient plutôt intéressantes, parce qu'elle parlait d'intégrer des médecines qui n'étaient pas prises en charge initialement par la sécurité sociale, mais qui pouvaient rentrer dans les protocoles adaptés au traitement de certaines maladies chroniques. Donc ce serait notre cas. Mais depuis 2006, il n'y a pas eu de suite à ce rapport. Je voulais surtout ajouter que tous nos médicaments qu'on peut nous donner, en règle générale, on nous les donne par rapport à leurs effets secondaires. Par exemple, les antidépresseurs, on nous les donne par rapport à leurs effets secondaires sur les seuils de douleur, ce qui peut déjà être questionnant. Et par-dessus tout, aucun des traitements que nous prenons, qu'ils soient efficaces ou pas, nous est donné hors toute autorisation médicale de mise sur le marché. Et c'est encore une question qu'on se pose des fois. On a un peu l'impression aussi d'être des cobayes, mais c'est certain que une ALD 31 c'est pas forcément le but premier qu'on recherche, dans le sens où en effet on n'est pas coûteux en termes de soins, puisque tous nos soins sont pris hors des circuits classiques. Et bon, c'est une forme de paradoxe, mais en fait, voilà, c'est coûteux pour nous. C'est peut-être ça aussi qui effraie la communauté médicale et la sécurité sociale. C'est vrai que depuis le début de l'enquête, et particulièrement hier, nous sommes allés visiter un centre de traitement de la douleur, où il y a toute une éducation thérapeutique avec des professionnels de santé. Voilà, donc ça coûte de l'argent, entre guillemets. Et on entend depuis le début de l'enquête que les prises en charge dans d'autres circuits que le médicament classique, c'est plutôt ça qu'il vous faut. Même, vous parliez tout à l'heure du sport, j'ai plus envie d'appeler ça du sport santé ou de l'activité physique. Même ça, moi je sais que dans ma ville, il y a une clinique qui fait du sport santé. Alors pour toute autre pathologie, pour toutes les pathologies aussi, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui finance. D'ailleurs, ce sont les patients qui financent, c'est pas du tout pris en charge non plus, mais c'est organisé au sein d'un établissement hospitalier. Donc on voit bien au fil de nos auditions qu'effectivement l'idée on parlait de ça tout à l'heure avant vous avec une autre association, l'idée d'un espèce de forfait soins pluridisciplinaires de prise en charge, c'est plutôt vers ça qu'il faudrait s'orienter. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Oui, effectivement, il faut une prise en charge pluridisciplinaire. Il faudrait soigner les conséquences de la maladie, donc le psyché, effectivement, puisque c'est vite fait de faire une dépression quand on se sent autant diminué et plus capable de travailler. Et effectivement, une réadaptation à l'effort bien encadrée, à un rythme raisonnable pour un fibromyalgique, pourquoi pas ? Ça serait effectivement une bonne idée. Mais effectivement, tout ça, ça coûte de l'argent. Et si j'ai bien compris, en ce moment, on ferme les robinets plus qu'autre chose. Donc oui, ça serait une bonne idée, mais est-ce que c'est réalisable ? Ça, je ne sais pas. Hein. Si je peux me permettre, c'est vrai que cette idée d'un forfait un peu global aurait surtout un intérêt, en effet, pour tous nous qui ont des revenus extrêmement faibles.
puisque un abonnement dans une salle de gym ou à la piscine ou même simplement une séance de sophrologue, je pense qu'on est sur des moyennes de 50 € la séance. Ce serait vraiment pas une aide à négliger, quoi. Il faut savoir qu'une personne qui touche l'allocation adulte handicapé touche 800 € par mois. Donc des séances à 50 €, dans les meilleurs cas, au mieux, oui, bien sûr. Au mieux, oui, au mieux. Donc effectivement, ce serait une bonne chose qu'il y ait un forfait qui permette d'accéder à ces soins. Une dernière question, Oui, vous avez eu? Ah ben, allez. Merci. Moi, j'avais plusieurs questions sur effectivement la question du forfait, sur la comparaison avec d'autres pays européens. Je pense les pays d'Europe du Nord où on inclut, systématiquement dans les professions en fait un abonnement gymnastique, etc. Qui est considéré comme étant important pour la santé mentale. Donc là, je pense que c'est donc du coup c'est peut-être aussi une réflexion à avoir, parce que le forfait global, surtout à l'aune de la réforme, de la modernisation de notre système de santé au début 2017, je suis pas sûr que ça soit qu'on aille vers la prise en charge. Et puis c'est pas tellement, tandis que le problème, et c'est peut-être aussi ce que montrent les auditions de la commission d'enquête, c'est vrai qu'on peut se concentrer sur le problème médical, mais si on anticipe davantage en reconnaissant cette maladie professionnelle ou ces symptômes, s'il anticipe généralement du côté de l'employeur, ça peut être aussi une forme d'harmonie à retrouver auprès du travail. Donc je sais que ça se fait au Danemark, en Suède, avec une sorte de mini forfait. On choisit ce qu'on veut et on est remboursé à hauteur d'un certain montant de 150 € par an. Après, ça dépend aussi du type d'employeur, public, privé la question la dernière question que j'avais par rapport justement la prise en charge, c'est que vous aviez dit tout à l'heure, il y a la LD et la polypathologie. Et au moment où on va avoir une transition en début 2017 sur la prise en charge des dépenses maladie avec le tiers payant, est-ce que finalement, si déjà on se concentre sur cette reconnaissance-là, on a déjà fait une partie du chemin vis-à-vis de la question du remboursement. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça? Est-ce qu'il faudrait une qualification systématique vers ces deux ALD ou polypathologie ou pas? Les ALD telles qu'elles sont faites aujourd'hui, pour ce qu'elles prennent en charge, c'est vrai qu'au niveau du traitement, ça a peu d'impact, puisqu'en fait les traitements médicamenteux sont peu efficaces pour nous. Donc ça serait pas vraiment efficace. Il faudrait changer inclure les médecines qui sont utiles pour nous. Souvent, c'est des médecines alternatives, mais pas prises en charge par la sécurité sociale. Ce serait surtout ça qui serait intéressant. D'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de proposer dans notre réseau d'antennes. Au niveau de l'association, nous avons donc l'association nationale, mais nous ouvrons des antennes un petit peu partout en France pour, dans un premier temps, sortir les patients de l'isolement, puisque quand on a mal partout, on évite de conduire, on évite de sortir, on ne peut pas marcher, donc on évite tout ça. Donc les gens se rencontrent et c'est une bonne chose, ils parlent, ils se livrent, on les croit. Vous comprenez, parce que parfois le mari ne croit pas à son épouse, surtout s'il a assisté à la première consultation avec le médecin, où le médecin a dit « Non, mais c'est dans votre tête, ça n'existe pas tout ça ». Vous imaginez les dégâts à la maison, c'est source de divorce et d'éclatement familial, ça arrive souvent. Excusez-moi, je perds le fil. Je perds le fil. Excusez-moi. Oui. Voilà, tout à fait. Donc, dans le cadre de nos antennes, on fait venir des intervenants qui interviennent souvent à titre gracieux ou pour une somme modique, des sophrologues, des hypnothérapeutes. Et ce genre de soins semble bien fonctionner. Il y a des résultats. Bon, personne ne va guérir avec des cours de sophrologie, mais voilà, on essaie de faire venir ces gens-là
Et parfois, ils demandent 4 € par personne, ils nous font des cours collectifs, parfois ils ne demandent rien du tout. Ce qui nous permet d'avoir accès à ces soins une fois par mois, pour des sommes modiques, voire gratuites. C'est ce qu'on essaye de faire via ce réseau d'antennes. Voilà. C'est-à-dire ce que la Sécu ne fait pas, quoi. Oui, vous paraît-il, cette question 6, pertinent de prévoir un volet consacré à la fibromyalgie dans le cadre du diagnostic territorial partagé prévu par la loi de modernisation de notre système de santé? Alors, oui. Il est primordial, mais urgent de faire entrer la fibromyalgie dans ce volet. Chaque fois que je rencontre des nouveaux médecins, je leur pose la question: est-ce que vous avez de plus en plus de patients fibromyalgiques? Tous me disent oui. Alors, je ne sais pas jusqu'à quand on va rien faire, mais il y a un moment, il n'y aura plus grand monde pour travailler en France. Donc je pense qu'il faut vraiment s'occuper de la fibromyalgie. Bon, il y a d'autres maladies comme Lyme aussi, mais il faut vraiment essayer de la faire entrer dans cette réforme. Mais le problème, c'est qu'on est exclu de cette réforme par défaut, puisqu'il n'y a pas de codification. On est exclu là aussi. On n'existe pas. On est 3 millions à ne pas exister. 14 millions en Europe. Voilà, là, les assureurs, oui, non, mais c'est une réalité. Très bien, mais écoutez, messieurs, nous vous remercions pour la contribution que vous avez apportée à la commission d'enquête. Voilà, et puis merci, au revoir.